Merci d'écouter RFM. Il est midi et voici le grand journal. À la une, la réponse de Mansour Faye à Ousmane Sonko à propos des plaintes à l'OFNAC et du refus de Mansour Faye de répondre à une éventuelle convocation. Le ministre du Développement communautaire traité d'arrogant beau-frère du chef de l'État par le leader de PASTEF, c'était ce matin sur notre antenne. Et la réplique de Mansour Faye ce midi et des révélations sur une supposée ou réelle audience avec Macky Sall. Khalifa Sall, il y a un an, la sortie de prison de l'opposant et ex-maire de Dakar, focus dans cette édition sur son silence et son absence sur le terrain politique. Dans l'actualité, il y a également le Conseil présidentiel sur la relance économique, ouverture des travaux ce matin à Diamniadio. Le grand journal sur RFM à suivre. L'actualité internationale avec Anna Rocha. En Guinée, des manifestants du FNDC ont bravé l'interdiction de manifester des autorités. Des violences ont éclaté tout à l'heure dans certains quartiers de Conakry. Le domicile du coordonnateur de ce Front national pour la défense de la Constitution est encerclé par les forces de l'ordre. Nous serons en ligne avec un confrère sur place. Les craintes d'une deuxième vague d'épidémie de Covid-19 au Canada. Le pays fait face à une recrudescence de la propagation du virus sans précédent, des lieux publics de nouveau fermés. Et puis, très attendu ce mardi aux États-Unis, le premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden à un mois de l'élection présidentielle, débat sur fond de révélations explosives sur la situation fiscale du président sortant Trump. Après l'Inter, les sports, ce sera un journal de Cheikh Tidiane Gagne. Manchester United fait le forcing pour s'attacher les services d'Ismaïla Sarr qui évolue encore en Championship avec Watford. 28 milliards de francs CFA sont réclamés. Toujours en Angleterre, Edouard Mendy pourrait faire ses grands débuts ce soir avec Chelsea. Ce sera lors du match devant opposer les Blues à l'équipe des Spurs de Tottenham. C'est en coupe et puis en basketball janvier prochain pour l'ouverture de la saison, c'est connu. Le Duc se renforce avec comme objectif la reconquête des titres. L'état de la pandémie de Covid-19 dans le monde, rendez-vous dans Coro News avec Kumba Sandiane Faye. Et puis le journal du Magal, Georges Dekediop. C'est le grand journal, bienvenue, bonjour à tous. Mansour Faye répond à Ousmane Sonko, le leader de PASTEF que vous avez entendu sur notre antenne, fustiger les propos du ministre du Développement communautaire tenus sur RFM dimanche dernier. C'était à propos des plaintes déposées contre lui auprès de l'OFNAC au sujet de la gestion de l'aide alimentaire d'urgence au début de la crise sanitaire du Covid-19. Mansour Faye affirmé qu'il ne répondrait pas à une convocation de l'Office anticorruption qui pour lui n'a pas habilitation à l'entendre. Ousmane Sonko a qualifié ses propos en ces termes, c'est arrogant et irrespectueux de la part du beau-frère du chef de l'État. Et la réplique de Mansour Faye ce matin sur la chaîne 2STV. Quand on ne sait pas, on doit se taire. Il n'y a pas une personne dans la vie qui ne doit pas rendre compte. Un ministre doit rendre compte. Quelqu'un qui a des charges publiques doit aussi rendre compte. Ça, je le sais. Quand je dois rendre compte, je le ferai. C'est vrai que je suis le beau-frère du président de la République. Je l'assume. Mais je vais vous rappeler une chose. Un jour, Ousmane Sonko m'a supplié à genoux pour que je lui accorde une audience. Et quand je l'ai reçu, il m'a demandé de lui trouver une audience avec le président de la République. Il m'a supplié de lui trouver cette audience. Allez lui demander, il ne va pas le nier. Il sait bien de quoi je parle, mais je ne vais pas entrer dans les détails. Je persiste et je signe que Ousmane Sonko est venu s'agenouiller devant moi pour que je lui trouve une audience avec le président de la République. Intervention, président de la République. Ousmane Sonko est-il en contradiction avec lui-même? Oui, selon les paroles, ses paroles d'hier et d'aujourd'hui. Il a dans le passé refusé de répondre à des convocations de l'Assemblée nationale dont il est membre et du procureur dans l'affaire des 94 milliards. Dans la machine à remonter le temps de Mohamed Ali Mouba. Mohamed Ali Mouba que nous allons écouter sur ses propos d'hier ou d'aujourd'hui d'Ousmane Sonko. RFM, la radio de toute l'actualité. On y reviendra tout à l'heure. Je le rappelle, Ousmane Sonko qui avait accusé, qui avait qualifié les postures de Mansour Faye sur les plaintes à l'OFNAC et d'une éventuelle convocation
d'attitudes peu respectueuses, arrogantes et donc pas de respect pour les gens qui dirigent cet organe, des magistrats entre autres. Alors la machine a remonté le temps de Mohamed Ali Mouba qui tarde à s'installer et c'est tout de suite dans le passé. Le même Ousmane Sonko, il avait refusé de répondre à des convocations de l'Assemblée nationale dont il est pourtant membre puisqu'il est député, mais également convocation, l'appel à témoin du procureur dans cette affaire des 94 milliards. C'est tout de suite. Ousmane Sonko, un homme respectueux des institutions au point de s'attaquer à Mansour Faye. Le ministre a déclaré qu'il ne va pas déférer à une convocation de l'OFNAC. Ces déclarations attestent à suffisance de deux choses. D'abord, une ignorance extrêmement aggravée quand il s'agit d'une autorité de ce niveau, qui ne connaît même pas les lois de ce pays. Quand il dit qu'il ne répondra pas à l'OFNAC, c'est une ignorance extrêmement grave, mais ça ne nous surprend pas. Sonko donc respectueux des institutions et pourtant, c'est ce même Ousmane Sonko qui foulait au pied l'Assemblée nationale, la deuxième grande institution de ce pays. Les députés avaient mis en place, souvenez-vous, une commission d'enquête parlementaire sur un présumé détournement de 94 milliards que lui-même Sonko avait révélé. Vous savez, moi, ces petits députés ont là de rien du tout, je ne vais pas leur répondre. Je ne répondrai qu'au procureur de la République. Je n'ai pas le temps de répondre à de petits députés corrompus qui n'ont aucun niveau et qui ne connaissent même pas comment fonctionne l'État. Sur la justice, Ousmane Sonko, au cours toujours de cette dernière sortie, loue l'honorabilité de la justice à travers la personne de Seynabounia Yakhate, la présidente de l'OFNAC, magistrate de haut rang, dit-il. Je crois que celle qui est à la tête de cette institution-là est une magistrate de haut rang qui a fait ses preuves et ses classes, qui travaille, qui collabore avec des gens, des commissaires de police, des enquêteurs spécialisés, des financiers, qui ont un background beaucoup plus important que ce M. Mansour Faye. Il leur doit un minimum de respect. Il y a 3 ans, le même Sonko diabolisait la justice. Il était allé, ce jour-là, apporter son soutien à Khalifa Sall, le maire de Dakar, jugé pour escroquerie portant sur les deniers publics, entre autres délits. Nous sommes donc venus apporter ce soutien et rappeler au président Macky Sall que l'instrumentalisation de la justice et l'utilisation de l'appareil d'État à des fins de règlement de comptes politiques ne passeront pas. Aujourd'hui, le président de la République a à son service 4 magistrats qui sont instrumentalisés pour commettre toutes les forfaitures et préparer la fraude électorale pour les prochaines élections. Soumise à la VAR, l'on se demande finalement à quel Ousmane Sonko se fier. Il y a un an, le 29 septembre 2019, la libération de Khalifa Sall, l'ex-maire de Dakar, sorti de prison à la faveur d'une grâce présidentielle après sa condamnation dans l'affaire la Caisse d'avance de la mairie. Mais depuis, Khalifa Sall brille par son absence sur le terrain politique. On ne l'entend pas beaucoup non plus. Binta Diallo. La stratégie du silence de l'ancien maire de Dakar peut s'expliquer, selon notre confrère, par le fait, entre autres, que Khalifa Ababakar Sall se réorganise pour mieux sauter en direction des locales. Mamadou Sy Albert. Est-ce que la grâce va signifier qu'il retrouve tous ses droits, qu'il pourra compétir au local, aux législatives et à la présidentielle? Ça, c'est une grande préoccupation qui fait qu'il ne peut pas ne pas tenir compte de cette épée de Damoclès qui pèse sur sa tête, sur son mouvement. Je crois aussi que au niveau de l'opposition, le climat n'est pas tellement favorable aux sorties médiatiques de Khalifa. Je crois que c'est quelqu'un qui a été affaibli politiquement dans sa base, dans la région de Dakar. Donc il doit réfléchir sur le rapport de force qu'il y a actuellement. Khalifa Ababakar Sall a raté, depuis qu'il a été élargi de prison, une bonne occasion de communiquer, de l'avis de Dr Falilou Ba, enseignant-chercheur, spécialiste en communication de changement d'attitude et de comportement. Le silence peut être certes une bonne forme de communication politique, comme le dit Volton, mais encore faut-il qu'elle soit utilisée dans les bonnes circonstances. Pour ce qui est du cas de M. Khalifa Sall, les circonstances politiques, les circonstances sociales lui exigeaient, de mon point de vue, de surcommuniquer et non de non communiquer. De ce point de vue, son choix communicationnel, à mon sens, s'avère contre-productif. Un an jour pour jour que Khalifa Ababakar Sall ait été gracié par le chef de l'État depuis silence de cathédrale chez l'ancien patron de Dakar. Qu'en pense-t-on dans l'entourage de Khalifa Sall? La parole à Barthélémy Diaz.
le maire de Mermoz Sacré-Cœur, d'ailleurs dans la délégation de Khalifa Sall qui se rend à Touba ce mardi en visite près Magal. Je voudrais réitérer aujourd'hui notre volonté commune de nous engager à servir le Sénégal. C'est de ça qu'il s'agit, sans compromis et sans aucune faiblesse. Alors beaucoup de gens se posent des questions où se trouve aujourd'hui Khalifa Sall. Eh bien aujourd'hui Khalifa Sall se trouve dans la ville sainte de Touba. Il est présentement sur place en train de faire son ziar à la famille de Serine Touba à la veille du Magal de Touba. Et je voudrais aussi dire que l'actualité actuelle, c'est la formation d'un pseudo-gouvernement. Et comme nous ne sommes pas concernés par cette question de gouvernement, on attend que la farce passe, que les choses se clarifient. Et à travers des tournées politiques, vous entendrez Khalifa Sall, vous verrez Khalifa Sall, parce que c'est de ça qu'il s'agit, une fois de plus, c'est de servir le Sénégal et non de se servir du Sénégal. C'est de servir le Sénégal et non de faire du bruit. Barthélémy Diaz, sur la route de Touba, le Magal, le Grand Magal, c'est dans une semaine, mardi prochain. Et les inondations, plusieurs quartiers toujours sous les eaux. Et le SOS des habitants, un reportage au quartier de Ndamatou, un reportage de Marème Diop. Beaucoup de quartiers de Ndamatou sont actuellement sous les eaux, situation qui paralyse toutes leurs activités. À quelques jours du Magal, des femmes sont sorties manifester leur colère. Diop Badjen Gor. Dès les premières pluies, personne ne peut plus vaquer à ses occupations. Vous voyez, nous sommes tous dans l'eau. Même nos besoins primaires, on ne peut pas les satisfaire. L'eau des pluies mélangée aux ordures et la boue cause beaucoup de maladies. Tous les enfants sont devenus malades. Nous faisons des va-et-vient à l'hôpital. Autre chose, on ne pourra pas accueillir de fidèles durant le Magal et on ne voit personne pour nous aider. Je me demande même si on a un maire. Khadim Diop, habitant du quartier, demande à l'État du Sénégal de leur venir en aide. À côté de la maison de Madi Kenyan, il y avait un projet d'assainissement et ça n'a pas servi aux populations. Je demande à l'État de faire l'audit du chantier. Également, je demande aux autorités du plan Orsec d'accélérer leurs travaux. À Limoges de Ndamatou, plusieurs quartiers de Touba sont coupés du reste du monde. À une semaine du Magal, les populations se disent très inquiètes. Raymond Diop, Touba, RFM. RFM 94.0, la radio en puissance. Il est 12h13 et la suite de ce grand journal aujourd'hui, c'est la journée mondiale du cœur et elle coïncide bien sûr avec la présence toujours de la pandémie de Covid-19. Les cardiologues de la Société sénégalaise de cardiologie sensibilise les habitants sur le Covid qui n'est pas encore parti. Elle est toujours là, la maladie. Et donc, attention, le sujet d'Awa Mbaye sur cette journée mondiale 2020 du cœur qui, on le rappelle, coïncide avec cette pandémie de Covid-19. Peut-être dans nos prochaines éditions, Awa Mbaye, on me dit qu'elle est là. Une tendance baissière qui se confirme, l'évolution de la pandémie de Covid-19 au Sénégal affiche des chiffres journaliers assez faibles et le professeur Abdoul Khan, cardiologue, président de la Société sénégalaise de cardiologie, demande aux populations de rester vigilantes. Oui, tout à fait. Il convient d'être très prudent. D'abord, nous avons bien vu que cette épidémie a une courbe très capricieuse, en tout cas si on en croit ce qui est observé ailleurs, notamment en Occident et aux Amériques. Mais on espère qu'on va continuer à avoir cette tendance baissière. Mais on sait tous que malheureusement, nous allons devoir encore cohabiter avec ce virus. Les patients qui souffrent de maladies cardiovasculaires doivent absolument respecter les mesures barrières et suivre leur traitement, selon le professeur Mabouri Diawo, cardiologue et chef du service de cardiologie de l'hôpital Aristide de Le Dantec. Mais nous pensons qu'un patient qui a un problème cardiaque, doit continuer à prendre ses médicaments normalement. Deuxièmement, s'il pense qu'il a des soucis particuliers, il ne faut pas qu'il mette ça sur le dos peut-être du stress. Il faut qu'il se fasse consulter
pour éventuellement donc parer à une complication qui pourrait effectivement être en rapport avec sa pathologie, mais qui pourrait découler également d'une infection donc due à cette pandémie. Donc les conseils, c'est bien sûr les mesures barrières, le respect donc du port du masque, de la distanciation, éviter les regroupements inutiles, mais également consulter en cas de besoin et ne pas arrêter le traitement, donc surtout chez ces patients. Le coronavirus peut toucher plusieurs organes, dont le cœur, et cette atteinte peut avoir des répercussions à long terme sur la santé du patient guéri. Professeur Abdoul Kane. Certainement, on aura des patients qui auront complètement guéri, mais il est probable que certains continuent à avoir des séquelles pulmonaires avec un retentissement au niveau du cœur, que certains continuent à avoir des maladies des vaisseaux et que certains aient même une faiblesse du cœur, conséquence de cette atteinte. Et donc, il faut absolument rester vigilant. En cette journée mondiale du cœur, la Société sénégalaise de cardiologie demande aux populations de ne pas baisser la garde face au Covid-19. Le Sénégal qui compte 26 nouveaux cas de Covid-19 ces dernières 24 heures. Le bilan du jour fait état également d'un nouveau décès. Et combien d'enfants sénégalais ont été contaminés au nouveau coronavirus? Il n'y a pas de chiffres officiels disponibles. Mais ces enfants, ils ont besoin d'un accompagnement psychosocial pour atténuer le choc. Des personnels de santé, notamment des psychologues, se réunissent à Thiès pour réfléchir sur une stratégie. La correspondance de Cheikh Anta Diop. Ce programme de riposte a ciblé spécifiquement les groupes vulnérables et particulièrement les enfants. Ils sont souvent oubliés par les décideurs en cette période de pandémie. Dr Aram Topsen, la directrice générale de l'action sociale. En général, les messages sont destinés aux personnes adultes au détriment des enfants. Et c'est vrai que les enfants aussi font partie de la nation, sont des Sénégalais à part entière. Ils ont capté des messages qui peuvent plus tard être dévastateurs chez eux et créer quelquefois des sentiments de refus, quelquefois des sentiments d'être abandonnés. Dans le cadre de la Covid-19, l'on constate une tendance baissière depuis quelques jours, mais l'heure est toujours à la mobilisation. C'est vrai qu'actuellement il y a une tendance baissière, mais quand même nous ne devons pas baisser nos gardes. Il faut toujours continuer la lutte et la riposte, surtout par rapport à ces enfants-là qui sont là et qui peuvent être vraiment les personnes sur lesquelles le Sénégal peut compter à l'avenir. Cette rencontre de Thiès a réuni des travailleurs sociaux, des sociologues, des anthropologues, des psychiatres, des établissements sanitaires et des services déconcentrés de l'action sociale. Un référentiel psychosocial a été élaboré, destiné spécifiquement à la prise en charge des enfants affectés par la Covid-19 et leurs familles, afin d'atténuer le choc. RFM Thiès, Cheikh Anta Diop. Les conséquences économiques de la crise sanitaire depuis ce matin se tient à Diamniadio, un conseil présidentiel sur le plan de relance économique post-Covid-19 pour le Sénégal. Et autour du chef de l'État, il y a le secteur privé et les autres partenaires du Sénégal. Le FMI avait déjà confirmé le faible taux de croissance du pays que le gouvernement avait déjà révélé, 0,7% pour cette année 2020. Le tourisme, un secteur impacté par la crise sanitaire. Hambourg, sur la petite côte sénégalaise, Salé Portudal et ses environs. Les artisans n'en peuvent plus. Sit-in ce matin d'ailleurs pour réclamer une aide d'urgence. Abdourahmane Diallo. Le village artisanal de Sali est fermé depuis plus de 6 mois à cause de la Covid. Ces acteurs du tourisme vivent dans la galère. Ils attendent toujours le fonds d'aide. Marc Targuay, l'un d'eux. Si c'est du fonds d'aide destiné aux impactés du Covid-19 dans le tourisme, le village artisanal fait partie des structures les plus touchées. Depuis le début de la distribution des aides, financièrement, nous avons attendu de centaines de quelques demandes. Nous n'avons reçu que 20 personnes qui ont reçu leur argent. Et ça, c'est inadmissible. Nous ne pouvons pas comprendre. C'est frustrant même. Parce qu'on a vécu les mêmes problèmes ici, les mêmes calvaires, depuis 6 mois, sans revenu. Qu'est-ce qu'ils veulent que nous fassions? Ces acteurs du tourisme et de l'artisanat disent avoir fait toutes les démarches pour bénéficier du prêt. Nous avons un village artisanal très bien organisé. Nous avons un bureau et un président qui nous a accompagnés jusqu'au service du tourisme
qui se trouve à Mbour. Et nous avons tous déposé nos demandes de prêt. Et les demandes ont été enrôlées. Et donc, nous demandons à ce que le dossier du village artisanal soit vraiment regardé de près par M. le ministre, parce que ça ne peut plus durer comme ça. Ils estiment qu'avec cette situation difficile, beaucoup d'entre eux risquent de perdre leur boulot. Il y a beaucoup de gens qui ne viennent plus au village tous les jours par faute de moyens et d'activités. Et nous payons nos droits. Nous payons l'électricité, nous faisons tout. Ces acteurs du tourisme et de l'artisanat espèrent que les autorités vont bientôt décanter cette situation. RFM Bourg, Abdourahmane Diallo. Le tourisme et la pêche, des activités porteuses qui se font sur l'axe Ndiosmone-Palmarin. Problème, le faible taux d'électrification des communes situées entre ces deux pôles, Ndiosmone et Palmarin. Et pourtant, on le rappelle, ce sont des zones à fort potentiel économique. La pêche, le tourisme, comme on a dit, et bien d'autres activités. Les autorités municipales de ces communes, elles ne comprennent pas. Aminata Goudiaby. Ce sont essentiellement 6 communes qui se situent sur l'axe Ndiosmone-Palmarin. Tataguine, Loulsessène, Diofior, Djilas, Fimela et Palmarin. Dans la plupart de ces localités, le taux d'électrification demeure très faible. À Loulsessène, par exemple, un seul village est électrifié sur les 19. Sidia Diouf est le maire de Loulsessène. La difficulté majeure pour la commune de Loulsessène, pour la majeure partie des communes qui sont sur cet axe, c'est l'électrification. Aujourd'hui, je prends l'exemple de Loulsessène, qui a 19 villages. On peut dire que c'est un seul village qui est électrifié, qui est connecté au réseau de la Sénélec. Un village qui est peut-être dans le solaire et qui ne fonctionne pas bien. Donc il y a 18 ou 17 villages qui ont besoin d'électrification. Cette absence d'électricité dans de nombreux villages ralentit le développement économique dans cette zone, qui a pourtant des potentialités exploitables. Beaucoup de démarches, on a écrit beaucoup de choses. Je pense que si plus de 20 courriers envoyés dans les structures qui sont chargées de l'électrification. J'ai fait des porte-à-porte au niveau de certaines structures pour ça. On a toujours l'espoir. La commune de Loulsessène, il y a une population qui avoisine les 25 000, 26 000 habitants. C'est une commune où les activités monnaie sont des activités d'agriculture, d'élevage, un peu de pêche. Bien d'autres difficultés gangrènent également ces communes que traverse la route Ndiosmone-Palmarin. C'est l'électrification, c'est la réduction d'eau, c'est les pistes, c'est l'accès à certaines zones, à certains villages. Entre autres, c'est les problèmes majeurs de la commune. Sidia Diouf s'entretenait avec des membres de l'association des jeunes citoyens des communes de l'axe Ndiosmone-Palmarin, une association qui œuvre pour le développement. Aminata Goudiaby, Fatick RFM. RFM. L'actualité internationale. Un journal international présenté par Anna Rocha. Bonjour. Bonjour Babacar, bonjour à tous. En Guinée, des manifestants du FNDC ont bravé l'interdiction de manifester des autorités. Des violences ont même éclaté tout à l'heure dans certains quartiers de Conakry. Le domicile du coordonnateur du Front national pour la défense de la Constitution est encerclé par les forces de l'ordre. L'activiste en charge de la mobilisation du FNDC a lui été arrêté par la police, selon un de nos confrères que nous avons joint à Conakry, Souleymane Ba, qui nous fait le point. Depuis la nuit dernière, des groupes de jeunes acquis au combat du FNDC ont érigé des barrages et brûlé des pneus dans les quartiers réputés chauds de la haute banlieue de Conakry. Dès ce matin, on a appris que dans la commune de Dixine, il y a eu une manifestation de groupes de jeunes. Et aussi dans la haute banlieue, c'est chaud à l'instant même. Et par ailleurs, on vient de l'apprendre que le domicile du coordinateur du FNDC, Abdraman Sano, est quadrillé par les forces de l'ordre. Tous les axes ont été bloqués. Des affrontements violents aussi ont été signalés dans le quartier Bailobaya entre les manifestants et les forces de l'ordre. Une autre information qui vient de nous parvenir à l'instant même, que l'activiste responsable de la mobilisation au sein du FNDC, Fonike Mangue, vient d'être kidnappé à nouveau par des hommes cagoulés. Et il faut signaler que Fonike Mangue, s'il est sorti de la prison il y a juste un mois. Conakry, Souleymane Ba. Souleymane Ba, journaliste au quotidien La Une Guinée. En Guinée-Bissau, en matière d'éducation, c'est un très mauvais élève selon le commissaire de la CEDEAO pour l'éducation, la science et la culture. Déclaration faite au sortir d'une audience avec le chef d'État bissau-guinéen. Le commissaire Léopold Amado a demandé à Umaru Sissoko Embalo d'améliorer la qualité du système éducatif pour se mettre au même niveau que les autres pays de la CEDEAO.
Noah Mankali. Le commissaire Léopold Amado a déclaré que la Guinée-Bissau a besoin d'améliorer la qualité de son éducation pour pouvoir compétir avec les pays de la sous-région. Nous avons besoin des cadres qui sont au même niveau que ceux des autres pays et pour ce faire, il faut tout faire pour que nos diplômes soient reconnus à l'étranger. Alors on doit améliorer notre système d'éducation. Amado a déclaré qu'il est venu rendre une visite de courtoisie au chef de l'État Oumar Sissoko Embaló et en même temps rapporter les difficultés et également parler des défis et opportunités que la Guinée-Bissau a au sein de la CEDEAO et comment la Guinée-Bissau pourra-t-elle accéder aux fonds d'appui que la communauté a mis à la disposition des pays des États membres pour son développement. Nouamen Kelly-Bissau. RFM. La suite de ce journal international à Narocha, on change de continent. Les Amériques, le Canada, l'épidémie de Covid-19, c'est l'alerte rouge. Le pays est actuellement fragilisé avec une recrudescence sans précédent de la propagation du virus. Plus de 150 000 nouveaux cas ces dernières semaines. Certains lieux publics tels que les bars, les restaurants seront de nouveau fermés dès jeudi prochain. Les précisions de notre correspondant Momodou Aïchandiaï. La pandémie de la Covid-19 n'a pas encore fini de faire ses conséquences au Canada et dans plusieurs provinces. En Ontario comme au Québec, plusieurs familles sont encore dans le désarroi. Placé en jaune rouge dès ce jeudi, le Québec est au cœur de la deuxième vague de Covid-19. Ainsi, les bars, les casinos et salles à manger seront fermés. L'annonce est faite par le Premier ministre François Legault, aux côtés du ministre de la Santé, M. Christian Dubé, et du directeur de la Santé publique. Les autorités québécoises promettent de fermer ces établissements et interdisent toute sociabilisation jusqu'à encore quelques mois. Rappelons qu'au Canada, nous sommes à 155 301 cas, tandis que la province Québec totalise 72 651 cas. Ici Montréal, Mamoudou Aïchandiaï, Radio Futur Média. Et pas loin, aux États-Unis, dernière ligne droite dans la course à la Maison-Blanche. Très attendu aujourd'hui, Babacar, aux États-Unis. Le premier des 3 débats télévisés entre les 2 candidats en lice, Donald Trump, président sortant pour le compte des Républicains, et Joe Biden, ancien vice-président démocrate. Parmi les sujets au menu de ce débat, le Covid-19, la Cour suprême, les questions raciales, l'économie. D'ailleurs, après les révélations explosive du New York Times dimanche dernier, le patrimoine de Donald Trump et sa situation fiscale devraient également faire partie des échanges. L'enquête du New York Times révèle que Donald Trump n'a payé que $750, c'est-à-dire 420 000 francs CFA d'impôts en 2016, l'année de son élection à la présidence des États-Unis. Babacar fait mieux, mais aussi l'année suivante, l'investigation du quotidien new-yorkais démontre par ailleurs que comment Donald Trump a usé d'astuces pour éviter de payer des taxes. Le président américain a répondu dimanche également lors d'une conférence de presse taxant l'article de fake news. Le débat, lui, est prévu à 21h heure locale, 1h du matin ici à Dakar. Anna Rocha, le journal international. Merci. RFM Sport. Les sports, c'est un journal de Cher Tidiane Diagne. Bonjour Cher. Bonjour à vous Babacar et bonjour à tous. Du football, le mercato en Europe et Ismaïla Sarr et Manchester United. Oui, Manchester United s'est renseigné sur l'international sénégalais selon The Daily Telegraph. L'attaquant sénégalais est une alternative en cas d'échec dans le dossier de Jadon Sancho. Watford réclamerait 28 milliards de francs CFA si toutefois les Red Devils veulent s'attacher les services de Ismaïla Sarr. Edouard Mendy pourrait faire ses débuts sous ses nouvelles couleurs de Chelsea. Le portier sénégalais récemment enrôlé par le club londonien a été retenu dans le groupe de performance pour s'opposer aux Spurs de Tottenham ce soir en Capital One Cup. Coup d'envoi prévu à partir de 18h45, Babacar. Et la Fédération sénégalaise de football qui apporte son soutien à la Ligue de Sédhiou. Oui, un lot constitué de ballons de foot et d'équipements a été offert à la Ligue régionale de football, un don de la FSF. Ce matériel permettra au club du Pacao de se préparer à l'ouverture de la saison prochaine. Un plaidoyer a été par ailleurs fait par les jeunes de Sédhiou pour terminer les travaux des stades. Max Eklik-Kanfani.
Ils sont 18 clubs de la région à bénéficier de ce lot d'équipement de la part de la Fédé de foot via la FIFA. 11 clubs du département de Sédhiou et 7 de Goudomp évoluant dans les différents championnats. Ibrahima Khalifa Dramé, chargé de la communication et du marketing à la Ligue régionale de foot et président du district de Goudomp. C'est des équipements donnés dans le programme FIFA Forward. Alors nous avons au total 18 clubs. Il y a aussi des clubs féminins. Alors il y a 7 clubs du district de Goudomp. Les autres clubs se trouvent dans le district de Sédhiou. Un appui considérable pour ces clubs qui se préparent à reprendre les compétitions. Fodé Boukar Dahaba dit Tankanto, président de la Ligue régionale de football. Ce don-là, vraiment on remercie le président de la fédération, à l'occasion Augustin Senghor. Chaque club a reçu 10 ballons. Notre problème au niveau de la périphérie, c'est un problème de ballon. Mais là je pense que la fédération nous a réglé ça. Après, elle nous a donné beaucoup de petits matériel pour les entraînements. Nous avons 18 clubs, 2 de la nationale 2, 3 football féminin et le reste c'est les régionaux. Occasion saisie par ces dirigeants du foot local pour solliciter la fin des travaux des stades en construction à Sédhiou. Propos du chargé de com et du marketing de la Ligue régionale, Ibrahima Khalifa Dramé. Nous profitons de l'occasion pour en tout cas lancer un message au président de la Fédération sénégalaise de foot pour venir achever en tout cas le stade régional de Sédhiou. Au total, ce sont 180 ballons remis à ces 18 clubs, ce qui fait 10 balles par club et d'autres lots d'équipement. Max Euclide Kamfani à Sédhiou pour la RFM. Et du basket, cher, le Duc a bien des ambitions pour la saison prochaine. C'est de reconquérir des titres, messieurs et dames. À cet effet, le club estudiantin a enregistré des renforts dans tous les compartiments des jeux. Mapate Touré, président du Dakar Invest Club, a été interrogé par Sodetiam. Nous allons plutôt écouter Sodetiam donc dans ce mini-dossier qu'il a eu à faire pour nous. Le Dakar Invest Club est en pleine préparation pour bien aborder la saison à venir, selon le président Mapate Touré. Donc avec nos entraîneurs, la direction technique qui a élaboré donc un programme, nous nous acheminons calmement au redémarrage de cette saison. Du côté des filles comme chez les garçons, on se prépare déjà à entamer cette nouvelle saison. Pour le moment, le Dakar Invest Club renforce ses équipes, avec surtout des retours notés dans l'équipe masculine, précise le président. Du côté des garçons, nous avons recruté Pape Moustapha Diop. Nous avons aussi connu des retours. Cherno Ibrahim Magna qui nous avait quitté pour la douane est revenu à la maison. Également le jeune meneur de rail, Bassirou Bas, qui a joué l'année dernière à Louga. Chez les dames, nous avons essayé de nous renforcer avec l'arrivée de Juliette Acosta qui était à l'ASFO. Mais nous avons également Ndei Awakebe, Lidjaraf et globalement Ndei Matimbay de Flying Star, mais qui a joué l'année dernière à Dakar. Ndei Sofnam Bodia en perspective et Fatih Awad. Après avoir perdu beaucoup de titres, le Dakar Invest Club veut jouer à nouveau les grands rôles, aussi bien en messieurs que chez les dames. Même si on a été bousculé ces dernières années chez les dames avec l'ASC Ville de Dakar et chez les hommes avec la douane, notre ambition aujourd'hui reste la même, c'est de rester déjà au firmament du basket sénégalais. On a perdu quelques titres, mais cela n'arrive à rien notre statut de leader, même si, je le reconnais, nous sommes plus favoris. Un objectif que compte réussir le Dakar Invest Club avec ses équipes grâce aux nouvelles recrues, selon notre interlocuteur. Sodetiam, merci. Handball pour terminer. EHF Trophy Intercontinental, l'équipe nationale féminine U20 entre en stage ce mardi à Thiès. C'est dans le cadre de la préparation de l'EHF Trophy prévue au mois de novembre en Colombie. 16 lioncelles à cet effet sont entrées en regroupement Babacar. Merci, cher Tidiane Diagne, pour ce journal des sports. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Il est 12h33, le grand journal sur RFM et Coro News. Maintenant, les dernières informations sur la progression du coronavirus dans le monde. Koumba Sangan Faye. Un autre cas de décès enregistré ce mardi, comme les jours précédents au Sénégal, et 26 personnes ont été testées positives au coronavirus sur les 920 tests réalisés. Le nombre de cas admis en réanimation connaît aussi une baisse, 8. C'est le bilan de ce mardi 29 septembre au Sénégal. Évolution de la pandémie dans le monde qui a passé la barre du million de décès 9 mois après l'apparition de la maladie. Il s'agit là d'un comptage de l'agence France Presse à partir de bilans officiels. Aujourd'hui, plus de 33 millions de cas ont été enregistrés sur les 5 continents. Mais quels sont les pays qui comptent le plus de décès en nombre absolu? Les États-Unis d'Amérique occupent toujours la première place en nombre absolu de morts selon l'université Hopkins. Le Brésil 2e, l'Inde arrive en 3e position. Ensuite, le Mexique, le Royaume-Uni, l'Italie, le Pérou, la France, l'Espagne et l'Iran. Les pays ne comptant officiellement aucun mort du coronavirus, ce sont toujours les Seychelles, la Mongolie et le Cambodge.
À Bruxelles, aucun incident n'a été constaté. Ce lundi soir, après la première soirée où les bars et cafés ont été obligés de fermer leurs portes à 23h, retour aux États-Unis, les élus démocrates à la Chambre des représentants ont dévoilé un programme de relance post-Covid-19 de 2200 milliards de dollars afin de faire pression sur la Maison-Blanche et le camp républicain pour qu'ils parviennent à un accord avant l'élection présidentielle du 3 novembre. Ce plan comprend de nouveaux financements nécessaires pour éviter une catastrophe pour les écoles, les petites entreprises, les restaurants, les salles de spectacle, les employés des compagnies aériennes et autres. RFM, la presse du jour. La revue de presse préparée, présentée par Mohamed Ali Mouba, et elle a la visite de Macky Sall à Touba hier. Bonjour, vos réalisations sont visibles à Touba. Parole du Khalife général des Mourides à l'endroit de son hôte le président Sall en visite hier à Touba. Ces propos sont donc mis en exergue par le journal Le Soleil qui se fait écho dans la foulée du lancement en mars prochain des travaux d'un hôpital de niveau 3 estimé à 33 milliards de nos francs et des travaux de la route KL Touba-Mboul qui vont démarrer après l'hivernage. Vision tout autre dans une bonne partie de la presse sénégalaise, la presse privée, ainsi donc pour ça, la visite de Macky Sall que du Tangalkiep, du réchauffé en jeu de promesses selon le journal Enquête. À Touba, Macky s'est appesanti sur des réalisations avant d'annoncer quelques projets. Même ton dans le journal LAS qui dit que Macky Sall réchauffe ses promesses sans autre forme de procès. Selon Vox Populi donc, le président prend de nouveaux engagements à Touba. Des promesses encore à la ville sainte soupire de son côté ou à Grand Place. Pendant ce temps, Angabou, l'étau se resserre davantage autour de la veuve de Cherbet Thioune, Aïda Diallo, encerclée, interdite de toute activité publique. Accablée par la Daïra Safinatul Aman, la gendarmerie veille au grain pour éviter tout affrontement. Après l'audition du président de l'UMS par l'IGAZ, l'inspection générale de l'administration de la justice, Maître Malick Sall, balance d'hélico au Conseil supérieur de la magistrature. Selon le journal Vox Populi qui donne la nouvelle en première page, le garde des Sceaux invoque la loi portant statut des magistrats pour justifier sa démarche contre le président de l'UMS. Cette règle, dit-il, est d'application sans discrimination aucune à l'égard de tous les magistrats à l'encontre desquels des manquements ont été relevés. C'est pour mon Maître Malick Sall. Mais dans le journal Source, l'UMS déterre la hache, l'Union des magistrats du Sénégal en guérilla. Tir groupé sur Ousmane Sonko, dit ministre et ex-ministre Lapide, le leader de PASTEF, selon le journal Les Échos, c'est suite aux propos qu'il a eu sur la Casamance et les présidents Sall. Ce dernier, souvenez-vous, avait dit que Macky Sall n'aimait pas la Casamance, c'est pour cela qu'il l'a négligé. Eh bien, selon ses détracteurs, Sonko a tenu des propos proprement irresponsables, dangereux, immatures. Sonko, natiseur de braise, aux dessins inavoués. Fin de citation. Les responsables de Benno Casamance démolissent le leader de PASTEF, écrit le journal Les Échos. Pour ça, Benno Bokakar de la Casamance brûle Sonko. Pourquoi les syndicalistes ont voulu brûler vive la ministre du Commerce Aminata Assome Diatta? Le journal LAS donne les raisons. C'est une question de sous. En fait, il s'agit du ministère du Commerce et de la Justice. Les agences crêpent le chignon à cause des fonds. Comme quels fonds pour financer l'économie, remettre les gaz, booster le moteur de la croissance? Question à laquelle va répondre bientôt le président Sall. Le journal L'Observateur parle des preuves du feu et ça ne va pas être donc facile. Notre pays étranglé par un service de la dette mensuel de 80 à 90 milliards de francs CFA. Une caméra woman qui était en service agressée par la police sénégalaise. Énième agression contre la liberté de la presse dans notre pays. Allait couvrir la convocation de l'activiste DJ Malik convoqué par la police. Ces policiers ont frappé une dame, son nom Adjinyaï, injurié, piétiné, son matériel de travail détruit, gravement blessée. Elle est internée dans une clinique de la capitale. L'information barre la une du journal Les Échos. Le Sempix s'indigne. À la une de l'Observateur, entre grandeur et décadence, Diopizek, la pathétique histoire d'une descente aux enfers. De la lumière à l'ombre, le chemin de croix d'un PDG assailli par des plaintes en justice. Envoyé en prison pour détournement de mineurs, il a été expulsé hier lundi de son domicile par le juge des référés, relève le journal
L'Observateur. À lire dans le journal Vox Populi, la présidentielle en Guinée du 18 octobre 2020, les Guinéens du Sénégal et de l'Angola exclus du scrutin. Selon le confrère, aligne les dessous inavouables dans la fermeture des frontières avec le Sénégal. Sport pour boucler à la une du journal Record. Première Ligue, Liverpool, Arsenal, 3-1. Sadio Mané, un troisième but et une polémique, s'exclame le confrère. Dans le Stade quotidien, successeur d'Edouard Mendy à Rennes, les challenges excitants d'Alfred Gomis. Gagner le statut de numéro 1 dans les buts, se mesurer au meilleur, décrocher un cador, battre le record de Mendy. Dans le lambe, le combat Ama Baldé, Modou Lô se tiendra-t-il? Ficelé depuis 9 mois, le journal s'interroge. Le pessimisme gagne du terrain. Luc Samur dans un silence de cathédrale. Modou Lô n'a reçu aucun copette selon le confrère. Bon lecture. Merci Mohamed Ali Mouba pour cette revue de presse que vous terminez par du sport. Et Georges Deschidop qui nous rejoint dans ce studio en maillot Sili national, mais maillot d'époque puisque c'est maillot de Morlaï Souma. Georges pour le journal du Magal, deuxième édition. Bonjour, bienvenue. Merci Babacar. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans le journal du Magal, journal que nous démarrons par la santé, le Magal 2020. La région médicale de Diourbel a pris toutes les dispositions, d'autant que l'événement se tient dans un contexte de pandémie de Covid-19. Les explications du docteur Mamadou Dieng, médecin-chef de la région de Diourbel. Nous avons mis le focus sur la communication. Et donc, nous avons déroulé beaucoup d'activités de communication pour amener les pèlerins et aussi les populations de Touba à s'approprier des mesures barrières et surtout à porter le masque partout où ils seront. Maintenant, en plus des activités de communication, nous avons prévu de mettre en place un système de détection des cas avec l'utilisation des tests rapides que nous allons déployer au niveau des zones de grand rassemblement, au niveau des points avancés, pour permettre à tous les cas qui sont suspects qu'on puisse les détecter rapidement et leur donner un résultat. Et nous avons prévu de mettre en service les Ginexperts, donc c'est des appareils de PCR qui pourront intégrer le pool d'équipements de laboratoire qui vont faire les tests diagnostiques, surtout les tests de confirmation. Donc nous avons prévu de mettre en service les appareils de PCR au niveau des 2 hôpitaux, notamment Ndamatou, Matlaboul Fawzeni, mais aussi au niveau du centre de santé de Darou Khoudoss et l'hôpital Louké de Diourbel. Maintenant, nous allons mettre un réseau de véhicules de transport et des motos pour acheminer les prélèvements au niveau de ces centres de référence. En plus, nous avons travaillé sur la prise en charge des cas. Et comme vous le savez, à Touba, on a déjà un CTE qui a une capacité de 104 lits avec une dizaine de lits chauds. Et ce centre sera renforcé en personnel, en médicaments et surtout sera doté en équipement de laboratoire pour pouvoir gérer tous les cas au niveau de Touba. À Louké, nous allons ériger un nouveau CTE. Le syndicat professionnel des transports routiers était en visite chez le Khalif des Mourides. Ses membres demandent aux chauffeurs de respecter les gestes barrières pour ne pas transporter le virus durant le Magal. Le secrétaire général du syndicat, Fallou Samb, au micro de Marema Diop. Nous sommes venus d'ailleurs recueillir les bénédictions du Khalif en remettant aussi un don au Khalif et venus aussi prendre toutes nos responsabilités par rapport au Magal de Touba qui doit se tenir le 18 du mois de Safar pour demander au Ndigal au Khalif, Ndigal de sensibilisation à l'endroit de tous nos camarades pour que les mesures de barrière et les mesures de sécurité puissent être respectées dans le transport. Comme vous le savez, le Magal de Touba réunit des milliers de personnes, des millions de personnes dans la ville sainte. Et cette fois-ci, on le fait dans un contexte spécial, qui est le contexte avec le Covid-19. Donc il est de notre devoir en tant que transporteur de prendre toutes les dispositions nécessaires pour non seulement sensibiliser, mais prendre nos propres dispositions et prendre à bras le corps le problème du transport pour que tous les Sénégalais puissent venir passer leur Magal à Touba et rentrer chez eux sans transporter ni rapporter le virus du Covid-19. Tout à l'heure, on était au garage d'Aradjolof. Là, on a tenu un peu de sensibilisation pour regrouper les chauffeurs qui vivent à Touba d'abord, qui doivent accueillir leurs camarades venant dans toutes les régions, pour qu'ils puissent vraiment prendre les dispositions, pour que même chaque chauffeur puisse doter d'un alcogel pour permettre à son apprenti, de permettre à tous les usagers
de s'en occuper, de s'en juger avant de rentrer dans le véhicule. Le transport pour se rendre à Touba, les charretiers sont déjà en route pour rallier la cité religieuse. Babacar Diouf les a rencontrés à l'étape de Bambey. Tous à Touba, les charretiers ont déjà ménagé leur monture. Sur la route, ils observent des pauses santé pour ne pas fatiguer les animaux qui les transportent. À l'étape de Bambey, certains se sont confiés pour révéler ce qu'ils gagnent en de pareilles circonstances. Oui, en période de Magal, nous pouvons gagner entre 150 000 jusqu'à 200 000 francs. Le profit est important, mais cette année, avec la situation sanitaire, les charretiers ne comptent pas baisser la garde face au coronavirus. Par ailleurs, nous demanderons aux clients de porter correctement leur masque. Toutefois, ces transporteurs urbains déplorent certaines conditions de travail qu'on leur impose à Touba. Le travail, ça marche très bien. On peut avoir beaucoup d'argent. Mais les difficultés que nous rencontrons, c'est par rapport à la municipalité. Des fois, on nous demande de payer des tickets de 4 000 francs. Des fois aussi, il y a la tracasserie policière. Ils ont encore une journée pour regagner la ville sainte. En attendant, ils se reposent tranquilles sur la route de Touba. Bambey, RFM, Babacar Diouf. Vous suivez RFM, le journal du Magal. Pas de risque de pénurie de denrées de base pendant le Magal. Le marché est bien approvisionné selon le directeur du commerce intérieur. Oumar Diallo souligne par ailleurs qu'il veille à la qualité des produits. Veillez à ce que d'abord, au niveau de Touba, que l'approvisionnement en denrées soit correct, qu'il n'y ait pas de déficit, encore moins de pénurie de produits de première nécessité, riz, huile, sucre. Mais surtout, veillez à ce que ces produits-là soient distribués de manière à garantir la sécurité sanitaire des consommateurs. C'est pourquoi moi, hier, j'étais à Touba pour lancer avec mes équipes les opérations de contrôle systématique et de vérification au niveau des marchés de Touba en ce qui concerne la qualité des produits et aussi les prix des produits qui sont servis aux consommateurs sénégalais. En termes d'approvisionnement, là je peux rassurer tout le monde parce que Touba, quand même, en période de Magal, c'est pratiquement un mois de consommation de produits de première nécessité au Sénégal. Alors, sous ce rapport, si vous évaluez un peu et vous ramenez à la proportion du Magal, en ce qui concerne le riz, par exemple, qui est la denrée la plus importante, nous avons estimé entre 10 000 et 15 000, entre 10 000 et 70 000 tonnes. Et les stocks qu'on a vus sur place, en tout cas, ne serait-ce que pour au niveau grossiste, nous sommes à plus de 3 500 tonnes, uniquement pour les grossistes du marché de Ocas. Et si on agrège dans l'ensemble et tout ce qui va venir d'ici le Magal, nous serons pratiquement à 40 000, voire 35 000 tonnes. Donc le rythme d'approvisionnement est extrêmement favorable et nous sommes sûrs en matière d'approvisionnement que sur l'huile, sur le sucre et même sur la farine et autres produits, l'oignon et la pomme de terre, il n'y aura pas de crainte parce que les approvisionnements arrivent au fur et à mesure et sortent des stocks commerciaux pour aller dans la distribution. Oumar Diallo était l'invité de RFM Matin. C'est la fin de ce journal du Magal. Merci de nous avoir suivis. Merci à Abdoulaye Diop qui était à la partie technique.